Et la caractéristique de World ONP, c'est qu'on est très pluridisciplinaire. Donc on est positionné sur plein d'enjeux, on est positionné sur l'alimentation, sur la santé, sur le développement durable, sur la transition énergétique, sur la transformation numérique, donc tout un tas de sujets. Alors on ne fait pas tout sur ces sujets, mais on a notre expertise des laboratoires qui est sur ces sujets. Et c'est des sujets d'actualité sur lesquels on peut avoir des préoccupations qui concernent le grand public, qui concernent le citoyen, qui concernent les décideurs politiques, qui concernent les entreprises. Voilà. Et donc l'idée de ces conférences, c'est une fois par an d'aborder un sujet qui est un sujet d'actualité en fait. Donc vous voyez ce soir, c'est le rôle de l'environnement sur la santé. Il n'y a pas plus de sujet d'actualité que ça. Voilà, sur lequel on mobilise quelques-uns de nos experts de l'établissement ou des partenaires académiques ou des partenaires industriels pour éclairer un débat et pour susciter des échanges avec les questionnements que vous pourriez avoir. Voilà, donc je vais laisser la place à notre animatrice qui va présenter les intervenants. Moi, je voulais juste vous souhaiter une bonne conférence. Et de bien en profiter et de bien poser des questions à la fin. Merci à vous. Merci. C'est bon. C'est l'air. Bonjour, donc je vais avoir le plaisir d'animer les échanges de cette table ronde. Et alors, mon rôle sera d'essayer de trouver un équilibre entre des propos qui seront précis, mais sans couper le sens du sujet avec vous qui peut-être ne connaissez pas tout des protéines recombinantes, de l'hydrostatique et il pourrait y en avoir encore beaucoup comme ça. Alors donc comme l'a dit Marc Philippou, en ouverture, on pourrait dire qu'effectivement donc la santé est un sujet qui parle à chacun et chacune d'entre nous et fait l'objet d'une production scientifique riche et innovante, mais qui est donc préoccupante aussi, et l'expérience de ces dernières années avec la pandémie du Covid-19 marque encore nos consciences. Un article récent dans la revue Nature, Sciences et Société a analysé cette expérience en rappelant que pour beaucoup de virologues, c'était une épidémie qui pouvait être annoncée et qui faisait le fruit de recherches fondamentales depuis plusieurs années, et que ces recherches avaient vu leur crédit progressivement se réduire. Et que là, en 2020, appeler à la rescousse pour parler de ce virus montrer à quel point c'était important d'avoir à la fois cette recherche fondamentale et à la fois une action publique, opérationnelle, pertinente. Donc, c'est un petit peu l'objet aussi de cette table ronde. Et donc, pour déplier un petit peu toutes ces questions, à la fois donc ces fabriques de savoir et ces liens avec des actions opérationnelles, nous avons donc cinq personnalités qui vont pouvoir partager à la fois leur actualité scientifique et aussi débattre entre eux, on l'espère, des fronts de recherche qui sont explorés dans leur communauté ou qui devraient l'être. Voilà, donc c'est un petit peu assez de choses qui est la proposition de ce soir. Alors donc pour vous les présenter, donc ils vont pouvoir s'adresser à vous et dire bonjour quelque part. et donc pour commencer, donc peut-être Norbert Bacalara. Donc on pourrait dire derrière vous s'affichent donc vos affiliations à l'ENSTBB. Mais peut-être pour prendre contact avec le public, quel serait un élément de votre parcours que vous souhaiteriez, qui n'est pas affiché, que vous souhaiteriez partager? Je ne vois pas exactement ce qui est affiché derrière, mais disons que pour résumer brièvement le parcours, je vais essentiellement parler de mon parcours recherche ici, se divise en deux parties. Une première partie de formation de biologiste moléculariste et une formation en infectiologie, en virologie à l'Institut Pasteur. Ensuite, j'ai fait une quinzaine d'années en infectieux, toujours, en parasitologie, sur les kinétoplastidés, Trypanosoma brucei, que vous connaissez mieux sous le nom de sa pathologie, c'est-à-dire la maladie du sommeil.
Et ensuite, j'ai poursuivi en étant toujours intéressé par ce qui proliférait, se différenciait et l'opposition entre les deux. Et j'ai fait maintenant un peu plus de 15 ans, 18 ans en oncologie. Très bien. Merci beaucoup. Grégory Cohen, à vous, est-ce que vous souhaitez partager un autre élément de votre parcours? Bonjour à toutes et à tous. Comme mon collègue, je regarde les éléments qui sont indiqués ici. Oui, moi, pour mon parcours, j'ai une formation de chimiste à la base et je me suis rapidement orienté vers la chimie de l'environnement, appliquée à l'environnement. Et donc après un doctorat sur le stockage du CO2, je me suis plus recentré sur le transfert de contaminants plutôt organiques dans l'environnement ou dans les environnements de façon générale. Dont on pourra effectivement reparler. Merci. Claude, même exercice. Oui, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Alors moi, en termes de points que j'aimerais bien souligner, c'est bien sûr mes activités de recherche au CBMN, mais surtout le fait que depuis que je suis petit, je suis tombé dans l'expertise du risque chimique dans les aliments. Ça fait une vingtaine d'années que je traîne dans les couloirs de l'ANSES en tant qu'expert, donc je suis expert, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on est expert. Et là, à ce sujet-là, on traite vraiment des dossiers qui sont absolument d'actualité sur un petit peu, on aura l'occasion d'en reparler, l'évolution et la prise en considération de l'exposome. À quoi sommes-nous exposés et quelles sont les conséquences? Donc évidemment, j'applique aussi cette expérience au niveau de mes activités de recherche où je travaille sur des problématiques d'encapsulation de principes actifs pour des préventions de pathologies chroniques. Et dans ce cadre-là, on étudie à chaque fois le bénéfice, mais aussi le risque de manipuler ces produits parce que, bien sûr, on peut essayer de prévenir des pathologies, mais il ne faut pas l'aggraver plus que ce qu'elle pourrait être normalement. Merci encore. Merci Claude. C'est Vassilios, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Oui, tout apparaît. Oui, mais qu'est-ce que je peux dire? Je suis pharmacien, je ne suis pas vétérinaire. J'ai fait des études de pharmacie avec un doctorat à Lyon entre l'école de pharmacie et l'école d'ingénieur à l'INSA. Et je me suis trouvé par hasard à travailler dans un laboratoire vétérinaire en santé animale. Et j'ai trouvé du plaisir à travailler parce qu'il avait une approche très holistique, parce que pour développer un médicament pour les animaux, il faut tenir compte de plusieurs paramètres, on aura le temps de parler, l'environnement et également la santé humaine. Et je suis chez Seva maintenant depuis 1998, j'étais directeur de recherche et développement pour les produits pharmaceutiques et il y a 5 ans, je dirige l'équipe d'Open Innovation. Merci. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Et puis, dans les humanités, il y a toujours la tradition orale. Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Peut-être des éléments de mon parcours. J'ai commencé mes études de médecine en devenant... on avait la possibilité de réaliser plusieurs spécialisations. J'avais choisi la pédiatrie et la néphrologie. J'ai passé ma thèse en néphrologie, donc les maladies du rein, et en évaluant des stratégies de prise en charge de l'insuffisance rénale terminale par des approches très dures qui étaient des modèles presque de jeûne ou de restrictions alimentaires extrêmes en direction des protéines et que l'on supplémentait avec les chaînes carbonées des aminoacides essentiels qui sont les supports moléculaires qui permettent la synthèse néanmoins de l'hormone de croissance et de l'insuline, c'est-à-dire de ne pas mourir de starvation comme on dit en anglais. Et ma thèse de science, en fait je suis physiologiste et je travaillais à partir de ces approches-là sur les réalités de la sous-nutrition de par le monde qui étaient dans les pays pauvres, dans les pays en voie de développement, en Afrique. Et le laboratoire qui m'a accueilli, qui est le laboratoire des pathologies pédiatriques à l'hôpital de Bicêtre, travaillait sur le déficit en vitamine A. Donc j'ai travaillé sur la production d'indicateurs et l'évaluation de stratégies d'intervention pour gérer cette carence qui, à l'époque, dans les années 90, était la première cause au monde de cécité, de perte de la vue chez l'enfant. Alors les choses ont évidemment énormément changé.
Mais j'ai rencontré la réalité du terrain en Afrique par rapport aux carences alimentaires. Et à mon retour, je suis allé prendre conseil auprès de celui qui est devenu mon patron, mon maître, Marc Gentilini, qui est toujours vivant, et qui m'a dit « Qu'est-ce que vous en retirez donc ?» Je leur ai dit « Écoutez, je viens de découvrir qu'un problème de santé ne peut pas s'approprier d'une manière isolée. Bon, ça peut vous paraître une billevesée ou une lapalissade, mais c'est important à l'époque où on parle du One Health. Parce que le One Health, c'est précisément l'appréhension de ce qu'on appelle dans le langage académique les interactions complexes, et dans lesquelles l'environnement complet, mon collègue a parlé d'exposome tout à l'heure, c'est le mot. C'est le mot en termes de qualification des facteurs de risque, qui sont d'abord des facteurs d'exposition, puis il y a le risque auquel on consent si on s'y expose ou si on est obligé de le subir. Et ce qui croisait la carence en vitamine A, eh bien, c'était des infections. C'était la rougeole, la rubéole, ce qu'on appelle les fièvres éruptives. Il m'a dit, mais Denis, si vous voulez gérer le problème de la cécité nutritionnelle, il faut vacciner les enfants contre la rougeole et la rubéole. Et puis, ces gens-là étaient atteints, ces populations d'enfants étaient atteintes de parasitose, étaient atteintes de paludisme, et du coup, je suis devenu infectiologue. J'ai adapté mon parcours, et je suis devenu un infectiologue avec une orientation tropicaliste. Le paludisme, alors, je ne savais pas que nous avions ce point en commun, mais j'ai soigné les sommeilleux, parce que m'occupant de paludisme et encore de nutrition, et puis de trachome cécitant, parce qu'il y avait plusieurs causes de perdre la vue. Pour perdre la vue, malheureusement, dans les pays pauvres, elle reste toujours malheureusement présente, qui sont même pas des causes de maladies strictement tropicales, mais les maladies liées à la pauvreté. Et il y avait les patients sommeilleux, notamment en Guinée, et les foyers de la côte, qui étaient extrêmement emblématiques. Et là, j'ai connu quelque chose que je veux... Ce n'est pas du One Health, mais je vous livre un peu comme en confession quelques confidences à vous qui êtes étudiants, pour la plupart d'entre vous. C'est le fait que la science vit dans le temps long, mais quand elle est au rendez-vous, les choses peuvent bouger extrêmement vite. Et dans ce contexte, eh bien, j'ai pratiqué des traitements complètement incroyables qui vont faire hurler mon voisin et ami et collègue. J'ai administré de l'arsenic. Mais il faudra absolument détailler cela et ne pas rester sur ce point. Mais justement, si votre voisin, je pense qu'il y a beaucoup de points avec votre voisin, et qui justement pouvait nous revenir un petit peu sur les différents drames, on va dire, sanitaires qui ont pu mailler notre histoire, l'histoire de l'humanité. Rien que ça. Peut-être qu'on pourrait avancer, faire un petit pas dans ce sens-là, et ensuite continuer le débat pour pouvoir l'ouvrir après ensemble des panélistes. Et j'en termine, si vous permettez, Camille, que 20 ans plus tard, je me retrouve un des spécialistes investis sur les terrains avec une équipe qui est très, très affichée au niveau international pour gérer les maladies infectieuses émergentes, et notamment les fièvres hémorragiques virales que j'avais croisées presque à ce moment-là. Et en 2014, j'ai été le seul médecin en activité, non retraité, qui avait vu des patients Ebola. C'est comme ça que j'ai été déployé avec mon équipe en Sierra Leone, Libéria, Guinée, puis ensuite en RDC, dans des zones où on conjugue toujours l'incurie, l'égoïsme du Nord, donc l'indifférence planétaire, la pauvreté, la corruption, les conflits. C'est ça qui crée les épidémies. C'est moins poétique que ce que vous verrez au cinéma à propos du One Health, mais c'est un plaidoyer, j'en termine pour le moment cette première prise de parole, sur ce que j'appelle les interactions complexes et qui façonnent l'exposome, dans lequel toutes les composantes de politologie et de sociologie ont une place cardinale. Merci. Merci à vous. Bien, je vais embrayer sur cette dernière considération, parce que donc santé et environnement, il ne faudrait pas qu'on croie que c'est un problème nouveau, que c'est un problème simplement d'actualité. C'est un problème d'actualité, mais c'est un problème, je pense, depuis l'origine de l'homme et des pathologies. Et je me suis livré à un petit exercice pour voir comment finalement la santé a été impactée. Alors j'ai pris depuis la naissance du Christ, donc l'année 0, jusqu'à nos jours, et en regardant les effets de l'environnement, et surtout également les comportements humains et les pratiques humaines.
Alors, sur ces grands problèmes ou ces grands drames sanitaires, évidemment, on a tous en mémoire, au moins scolaire, des épidémies de peste. Donc, les premières épidémies de peste référencées, ça date du IIe siècle. Sur, on va dire, une civilisation romaine qui s'était extrêmement étendue, assez guerrière, jusque dans l'Orient, et qui a ramené de l'Orient, en fait, des rats, des puces, et qui sont venus les infecter. Donc, Empire romain qui, par la suite, a beaucoup souffert dans son déclin de maladies infectieuses, qui les a fait d'ailleurs fuir les grandes cités. Ils avaient des pratiques de bain qui étaient extrêmement propices au développement de pathologies, et ça a également joué un rôle important dans leur déclin, et on va revenir aussi sur ce rôle des maladies infectieuses et sur le déclin des populations. Sinon, la peste la plus, on va dire la plus notoire, celle qu'on connaît tous, c'est celle du XIVe siècle, c'est la peste noire. Il faut savoir que c'est une évaluation à 200 millions de morts, c'est-à-dire un Européen sur 3 qui est décédé de la peste noire. Donc là, sur les pratiques humaines, c'est toujours la même chose, hein, c'est-à-dire c'est des pratiques commerciales sur l'Orient, et de l'Orient, on ramène à nouveau des rats, des puces et des conditions d'hygiène déplorables. Donc ça, c'est les conditions environnementales, hein, on va dire pas biologiques, mais c'est directement lié aux conditions d'hygiène, qui ont fait que cette maladie s'est propagée, avec en plus le non-savoir de comment se protéger et quelle était l'origine, bien évidemment. Alors il y a un deuxième événement de peste qui est intéressant de noter par rapport au comportement humain, c'est celle... donc là, c'est la peste en Provence et à Marseille, c'est le XVIIIe siècle. Donc c'est beaucoup plus tardif. On connaissait assez bien le mode de propagation du bacille de Yersin. On savait comment l'éviter, et pourtant la peste est arrivée à Marseille. Donc elle est arrivée de Marseille à partir de la Syrie sur un bateau commercial. Et à l'époque, en fait, connaissant bien que c'est l'origine géographique, c'était l'Orient, tous ces bateaux venant d'Orient devaient arriver avec une patente qui mentionnait si le bateau arrivait d'une zone où la peste était déclarée, où il y avait des suspicions de peste, où il n'y avait rien. Donc ce capitaine de navire a trafiqué la patente, donc il est arrivé en port de Marseille. Arrivé au port de Marseille, il y avait déjà des cas de peste sur le bateau, donc ce qui posait quand même des problèmes pour débarquer l'équipage. Donc je ne sais pas si finalement l'équipage a été débarqué ou pas. En tout cas, les malades ont dû être débarqués et confinés. Hein. À l'époque, on confinait plutôt les malades, plutôt que les... Enfin, et on confinait ensuite les gens. Hein. C'est la peste de Marseille, c'est 27 mois de confinement, avec des peines qui n'étaient pas de 50 € si vous ne respectiez pas le confinement, mais ça pouvait aller jusqu'à la peine de mort en fonction de ce que vous aviez fait. Donc ça rigolait un peu moins. Et donc certaines personnes ont été évacuées du bateau, mais il y avait une grande foire à Beaucaire, et il y avait des tissus en fait sur le bateau, et les tissus ont été débarqués pour être vendus à la foire de Beaucaire. Donc là, on voit un petit peu l'aspect mercantile qui déjà a créé en fait une épidémie dramatique. Là, c'est un habitant sur deux de Marseille qui est décédé pendant cette peste noire. Alors, plus proche de nous, c'est la grippe espagnole. Donc, on reviendra bien sûr très largement avec mes deux collègues sur ce qui fait qu'une grippe dramatique, comment une grippe dramatique peut émerger. C'est parce que c'est à la fois un problème de santé animale et de santé humaine, sur des recombinaisons virales dont on parlera par la suite. Et cette grippe espagnole qui a fait quand même 50 millions de morts. Donc je lisais un petit peu sur quelqu'un connaît pourquoi ça s'appelle la grippe espagnole. Ça aussi, c'est assez significatif des comportements humains. Alors, une des causes de ces propagations, c'est 1918. Donc, c'est les grandes mobilités de troupes qui ont largement contribué à la dissémination en fait du virus par ces grands mouvements de troupes, qui étaient cachés en fait au niveau de la France, parce que les maladies dans les services de l'armée, c'est secret militaire.
Mais en fait, ce n'était pas secret militaire pour les Espagnols. Donc la grippe est devenue une grippe espagnole. Voilà. C'est assez étonnant. Alors, dans cette analyse, ce qu'on voit, c'est finalement une Europe qui s'est retrouvée contaminée et victime de ces pratiques et de ce non-savoir aussi, quelque part, et qui s'est retrouvée confrontée à des épidémies extrêmement dramatiques. Mais aussi l'Europe a amené tout un contingent on va dire, de microbes ou d'agents infectieux, et ceux vers l'Amérique. Alors, je les ai notés parce qu'il y en a une liste, là, je ne voulais pas en oublier certains, et donc particulièrement en Amérique centrale, Amérique du Nord, et particulièrement en Amérique centrale, sur une population qui n'avait jamais été exposée à ces agents infectieux. Et donc, quand on n'est jamais exposé, il n'y a pas eu, si vous voulez, quelque part, une sélection de formes de résistance dans les populations autochtones. Donc, ça a fait de véritables ravages. Donc, parmi les délices, vous avez la variole, le typhus, la rougeole, le choléra, les fièvres typhoïdes, la grippe, la blénorragie, la scarlatine, la rubéole, la diphtérie, la coqueluche, la syphilis dans son variant européen. Donc, c'est le premier événement de globalisation. C'est ce qu'on appelle la globalisation microbienne. Voilà, c'était le premier événement de globalisation. Et là, ce qu'on peut voir, c'est non pas l'impact de l'environnement, finalement, sur la santé, mais quel a été l'impact sociétal, finalement, de ces maladies. C'est qu'en fait, cela a mené à la disparition quasi complète de toutes ces populations indiennes. Alors bien sûr, hein, on voit les méchants espagnols qui tuent, qui convertissent, etc. Mais l'élément majeur a été en fait cette hécatombe sur ces populations, à tel point que si on s'arrête quelques instants sur le type de population qu'on trouve sur ce continent américain, on voit que c'est une population essentiellement européenne ou noire. Alors qu'en Afrique, qui a été colonisée de la même façon, mais où ces maladies n'ont pas pu se propager de la même façon, on reste quand même sur une population à dominante noire. Alors que en Amérique latine, la dominante indienne a complètement disparu. Donc on voit quand même que ça peut avoir des effets assez... et ce, un petit peu dans l'autre sens. Alors ça, c'est pour les causes finalement infectieuses. Et puis évidemment, sur les causes autres que microbiennes et environnementales microbiennes et du comportement humain, il y a toutes les causes liées à l'alimentation, donc les famines. Alors là, j'ai regardé également, alors les famines, c'est sans fin, quoi. C'est des dizaines et des dizaines d'épisodes de famine qui sont dus aux variations, on va dire, aux aléas climatiques. Hein, c'est pas des changements, mais des aléas climatiques. Trop chaud, échaudage de l'alimentation. Trop sec, on ne peut pas arroser. Trop froid, ça gèle. Et tout ça, en fait, cause finalement des épisodes de famine. Et puis, pour en terminer là-dessus, sur les causes sociologiques, c'est une petite histoire que j'aime bien, également sur le comportement humain, c'est sur la pelagre. Je ne sais pas si vous connaissez la pelagre. Alors, la pelagre, c'est diphtérie, diarrhée, démence. C'est aussi très charmant. Et en fait, dans la plaine du Pô, qui était hyper industrielle, on a vu à un moment donné, alors à tort, hein, une épidémie, mais à tort, de pelagre. Je dis épidémie parce que rapidement, les gens se sont dit, pour qu'il y ait une telle fréquence, c'est que ça doit avoir une origine infectieuse et une origine virale. Donc, ils ont fait un petit peu d'études ectologiques et en se rendant compte qu'en fait, l'industrialisation, on verra par la suite, il y a des bienfaits et des choses moins bonnes. Et dans les choses moins bonnes, ça s'accompagne souvent de beaucoup de pauvreté. Et tous les gens qui vivaient dans cette plaine du Pô avaient du mal à s'alimenter, ne mangeaient pas de viande, n'avaient pas les moyens de s'acheter des farines de blé, donc ils s'achetaient des farines de maïs importées depuis l'Amérique latine. Et en fait, ils préparaient leur farine comme ils préparaient la farine de blé, mais avec leurs pratiques, pas avec les pratiques des populations d'Amérique centrale. Et en fait, ils excluaient une extraction basique dans le sens chimique du terme, qui fait qu'ils n'extrayaient pas une vitamine, qui est la vitamine B, la niacine, et qui était responsable en fait de ces diarrhées, dermatites et démences. Donc là aussi, finalement, c'est un effet environnemental sur des pratiques un petit peu différentes.
Et la petite histoire dit que c'est là que devient le mythe des vampires. Donc des dermatites sensibles à la lumière, et c'est peut-être là qu'on prend l'origine des vampires. Voilà, donc de toutes ces pathologies, on n'en entend plus, enfin on en entend encore parler, mais elles n'ont plus le caractère dramatique qu'elles ont pu porter. Et quand on voit leur disparition, elle est quand même nettement associée à l'ère industrielle, à l'avènement de l'ère industrielle. Donc l'ère industrielle a véritablement favorisé et permis en fait de maîtriser en fait tous ces aléas environnementaux, qu'ils soient microbiens ou autres. Alors, ce qu'il y a parmi ces éléments importants que l'on a maîtrisés, le point numéro 1, c'est quand même la qualité de l'eau, la qualité de l'eau potable. C'est une meilleure alimentation, bien évidemment, moins soumise aux aléas climatiques. Notre agriculture est moins soumise aux aléas climatiques. Les problèmes d'hygiène liés aux assainissements, le traitement des déchets, puis la prévention environnementale et médicale avec les progrès de la médecine. Mais il ne faut pas croire que toutes ces améliorations, que l'on a vaincu en fait tous ces grands phénomènes simplement par la connaissance, on va dire, des sciences biologiques et médicales. C'est avant tout des changements comportementaux, c'est avant tout une amélioration des conditions de vie qui ont permis en fait de subvenir en fait à ces grandes pandémies. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet qui nous concerne, c'est qu'en fait, évidemment, on va dire cette ère industrielle, elle s'est un peu pervertie. Elle s'est pervertie. Et cette perversion, elle se traduit comment ? Elle se traduit d'un point de vue santé par, on va dire, par de nouvelles maladies. Alors, pas que des nouvelles maladies, je vais commencer un petit peu. Alors, les maladies ne seront jamais nouvelles, mais disons par une augmentation nouvelle d'un certain type de maladie. Et on va voir dans un deuxième temps qu'on revient sur la case départ pour les maladies infectieuses. Mais dans ces nouvelles maladies, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien évidemment, en tête de liste, c'est l'oncologie. Le cancer, c'est 18 millions de morts par an. Alors, la population augmente, donc le nombre de morts augmente, on est bien d'accord, mais on va dire que c'est plutôt la fréquence des cancers agressifs qui augmente. C'est plutôt 11 millions de morts pour le cancer, la première des pathologies étant les pathologies cardiovasculaires. Donc ça, c'est plus sur nos modes alimentaires et nos comportements. L'élément numéro 1, c'est le sucre, après le tabac, la sédentarité. Pour les causes de cancer, évidemment, on va plutôt penser aux causes alimentaires, la qualité de l'air, la qualité de l'eau même maintenant, qui se retrouve contaminée. Et puis deuxième phénomène, c'est que cette hyper-industrialisation s'est traduite là non pas par des aléas climatiques, mais par un changement climatique. Et donc, ce changement climatique pose finalement de nouveau des problèmes qui existaient avant, c'est-à-dire la gestion de l'eau. Moi, je suis dans un département où ça a pété le feu encore cet été pour savoir comment on va utiliser l'eau. Des pénuries agricoles, parce que, bien évidemment, s'il n'y a pas d'eau, on va vers des pénuries agricoles, et également l'apparition de maladies infectieuses émergentes. Et ça va être... c'est pour ça que je me suis fait accompagner, ils nous ont fait l'honneur d'accepter, donc Vassilios et Denis, justement pour aborder ce problème des maladies infectieuses émergentes. Alors bon, dans ces maladies infectieuses émergentes, il n'y a pas la peste, enfin pas pour l'instant, mais il y a quand même des choses assez sympathiques qui arrivent et qui sont évidemment liées, d'une part, extrêmement liées au concept que disait Denis tout à l'heure de One Health sur la santé animale, et parce que les animaux se retrouvent réservoirs, voire même, on en parlera par la suite, on combine leurs virus avec des virus humains, ce qui les rend beaucoup plus agressifs pour l'homme. Et puis, il y a tout un tas d'environnements environnementaux en dehors du réchauffement climatique. C'est la déforestation,
la fragilisation des écosystèmes. Je pense que Denis en parlera tout à l'heure. Et puis, évidemment, on a même s'il y avait des mobilités d'Orient il y a quelques siècles, la mobilité actuelle est encore plus importante. Voilà, donc je vais m'arrêter là, simplement pour dire que, et pour conclure, que nous sommes en train de réfléchir à remonter, finalement, à concevoir un projet pour savoir comment faire face, finalement, à ces maladies infectieuses émergentes. On va aborder, finalement, sur 3 aspects. Un aspect d'épidémiosurveillance qui sera mené par SEVA, en fait. Donc là, on va plutôt porter sur la grippe, en fait, hein, sur les problèmes de grippe. Des collectes aussi d'échantillons de patients malades qui vont nous permettre, à partir de là, éventuellement de concevoir de nouveaux traitements. Donc ça, c'est plutôt la partie, on va dire, clinique du projet. Et puis une partie plus de développement de biomédicaments auquel le NSTBV participera activement. Merci beaucoup. Donc on a effectivement, donc peut-être pour préciser un petit peu la partie sur la détériorisation finalement de cet environnement, parce que si l'environnement est la clé d'une meilleure santé, comme l'a prôné l'Organisation mondiale de la santé en 1999, finalement comment est-ce qu'on peut arriver à connaître l'état de santé de cet environnement ? Et voilà, Grégory Cohen, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Merci. Alors sur l'état de santé de l'environnement, je ne vais pas me prononcer ici de façon radicale, c'est très complexe comme sujet. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on retrouve ces contaminants ou ces polluants dans tous les réservoirs de l'environnement, que ce soit la géosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère et également la biosphère, on va y revenir. Et que ces contaminants passent d'un réservoir à un autre et qu'il est primordial de caractériser justement ces transferts pour déterminer les concentrations dans ces différents environnements, mais même plus important encore, de déterminer la mobilité de ces contaminants dans chacun des environnements. Norbert précisait tout à l'heure que des contaminations, il y en a depuis que l'homme est homme, c'est certain. Donc peut-être ce qui a changé depuis l'aube de l'humanité, c'est nos moyens d'analyse, de mesure, de détection qui se sont améliorés d'année en année. Et on arrive aujourd'hui à des seuils de détection et de quantification qui sont extrêmement bas, ce qui induit qu'on détecte plus facilement différents contaminants. Plus facilement qu'auparavant. Et peut-être une seconde différence par rapport au siècle précédent, c'est la présence de contaminants artificiels, des contaminants de synthèse, donc qui ont été fabriqués par l'homme et qui ne se dégradent pas forcément, voire qui ne se dégradent pas aussi facilement que d'autres éléments qui sont synthétisés dans la nature. Pour reprendre un exemple très simple, on retrouve actuellement des contaminations avec des molécules qui ont été synthétisées au siècle dernier, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Certains de ces contaminants ont présenté une toxicité qui a été avérée assez rapidement. Donc ils ont été logiquement interdits, bannis d'une part dans l'agriculture et après dans les utilisations annexes qu'on pouvait en faire. Toujours est-il qu'aujourd'hui encore, on en retrouve dans des milieux agricoles en particulier, mais pas uniquement. Ça peut être des pollutions industrielles très lourdes qui sont présentes depuis plusieurs dizaines d'années, voire parfois supérieures à un siècle. Et d'autres contaminations qui sont là depuis quelques dizaines d'années, et qui restent encore présentes dans les sols. Et si elles étaient juste présentes dans les sols, ce ne serait pas forcément un problème. Par contre, à partir du moment où il y a un transfert vers d'autres réservoirs, et en particulier vers la biosphère, vers des végétaux, vers les parties comestibles de certains végétaux, là, ça peut induire un risque plus conséquent qu'il faut évaluer d'un point de vue toxicologique, d'un point de vue exposition, exposome, on en parlait tout à l'heure. Et c'est ce lien-là qu'il faut réussir à faire pour déterminer vraiment le danger associé à la présence de ces contaminants dans les différents environnements et de quelle façon on va être exposé sur la durée d'une vie en fonction de nos activités. Mais je pense que Claude parlera de cet aspect-là beaucoup mieux que moi.
Tout à fait, peut-être effectivement si Claude vous souhaitez prendre la parole pour poursuivre. Merci Grégory pour ces aspects de transfert des molécules. Alors il faut savoir que nos activités industrielles, comme l'a dit Normer, sont indispensables pour assurer le progrès et l'innovation. C'est ce qu'on dit aux étudiants, vous allez innover, vous allez fabriquer des nouveaux produits, des nouveaux matériaux, des nouveaux aliments pour satisfaire le besoin des consommateurs parce qu'on est très demandeurs. Mais à partir du moment où on fabrique de nouvelles choses, il faut être capable d'en apprécier le bénéfice sur la nutrition, le bénéfice sur la santé, le bénéfice sur le confort de vie, mais il faut aussi en évaluer le risque, c'est-à-dire qu'on va mettre dans la nature des nouveaux matériaux, on va mettre des nouvelles molécules, c'est l'activité anthropique, c'est-à-dire c'est vraiment l'activité de l'homme, et toutes ces molécules, tous ces composés que l'on va mettre sur le marché, à un moment donné, vont se retrouver, comme vient de le dire Grégory, dans les sols, dans l'eau, dans l'air, vont être véhiculés, transférés par l'atmosphère, les courants d'eau, les vents, etc. Et toutes ces molécules-là qui sont rejetées par l'industrie vont se retrouver dans les systèmes écologiques et vont remonter progressivement par la chaîne alimentaire et se retrouver dans notre assiette. Donc, à un moment donné, comme l'alimentation est quand même quelque chose d'obligatoire, on est quand même obligé de se nourrir pour vivre, pour être en bonne santé, pour profiter, on se nourrit aussi pour avoir du plaisir. On a une offre alimentaire qui est pléthorique, on a le choix de beaucoup de choses qui sont le fruit de l'activité de nos industries agroalimentaires. Alors, sans les stigmatiser, parce qu'elles le sont grandement par les médias, qui appuient souvent là où ça fait mal, et c'est d'ailleurs très anxiogène, et c'est ce qui va faire que les gens vont dramatiser un petit peu la situation, et un petit peu mal percevoir finalement les conséquences de tout un changement de comportement ou d'action que nous serons obligés de faire dans l'avenir très proche, si on veut lutter contre les changements climatiques par exemple. Alors, si j'en reviens un petit peu à tous ces produits-là, à partir du moment où on veut évaluer le risque, il faut, dans un premier temps, bien sûr, connaître les mécanismes d'action de toutes ces molécules sur la santé. Ça, c'est le domaine de la toxicologie pure et dure. On va comprendre comment ces molécules, que l'on appelle des xénobiotiques, c'est-à-dire xéno pour étranger à l'organisme, comment ça fonctionne, comment ça peut induire des pathologies, des effets aigus, des effets chroniques, comment ça va perturber. On a beaucoup avancé dans la science ces dernières années sur la compréhension de l'action des composés sur les processus de cancérogénèse. On a encore beaucoup de choses à faire sur les perturbateurs endocriniens. C'est un problème vraiment récurrent et extrêmement important. Donc ça, c'est vraiment l'identification et la caractérisation du danger, c'est-à-dire le danger. Mais ce que je voudrais vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que danger, ce n'est pas forcément risque. D'accord ? Il y a une grosse différence à faire. Et encore un coup, pour citer les médias qui veulent vendre des informations, faire du buzz, comme on dit, souvent ils ont tendance à employer un mot à la place de l'autre et donc créer des comportements anxiogènes. On voit tous les jours des titres très provocateurs. Dans Le Monde, par exemple, en ce moment, il y a une série sur ce qu'on appelle les composants, les polluants éternels. Donc déjà, rien que le mot, ça fait peur. Le risque pour la santé, on va tous en mourir. Bon, voilà, non. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est bien estimer le risque à l'exposition dont nous faisons l'objet par rapport à tous ces composés. Alors ces composés, je vais prendre l'exemple de l'aliment que je connais plus que d'autres sujets, mais on les retrouve aussi dans l'atmosphère, puisque ce sont des véhicules. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver des composants naturels. Donc faites attention quand vous employez le terme naturel, ce n'est pas forcément exempt de risque et de danger. On va retrouver des composés volontairement rajoutés, ce que les industriels appellent des agents améliorants, pour ne pas parler d'additifs, sinon ça fait peur. On va retrouver des matériaux qui proviennent de l'emballage, migration de l'emballage vers la matrice alimentaire, vers les aliments. On va retrouver des toxines naturelles fabriquées par les micro-organismes, par les plantes. Donc, qu'est-ce qu'il faut quand on veut faire une évaluation du risque ? Il faut avoir une méthodologie précise pour estimer l'exposition journalière. D'accord ? À quelle quantité allons-nous être exposés de par notre mode de vie, de par nos consommations alimentaires, au travers de la journée, à l'ensemble de ces polluants qui nous entourent. Donc ça, c'est
pour rejoindre la notion qui a été présentée au début, c'est l'appréciation de l'exposome. Alors l'exposome, c'est quelque chose qui est arrivé dans la 3e version des plans nationaux santé-environnement. Donc on commence à en prendre conscience et on a besoin de données d'exposition, c'est-à-dire, comme l'a dit Grégory, être capable de mesurer les quantités dans les sols, dans les différents compartiments et de pouvoir apprécier finalement la contamination de tous les vecteurs qui vont nous amener la totalité des polluants qui se retrouveront dans nos organismes. On a des méthodes pour suivre ça, on a de la biosurveillance, on a des techniques. Donc il faut être capable de mesurer comme il faut, d'avoir ces données d'exposition. Il existe des réseaux, Exposome France par exemple, qui sont des regroupements de laboratoires certifiés capables d'analyser ces molécules, qui vont être capables de fournir des niveaux de contamination. On va avoir tout un tas de groupes de travail qui sont spécialistes dans le recueil et l'utilisation des données de consommation alimentaire pour pouvoir en déterminer finalement quelle sera l'exposition globale. Et pour en revenir à cette différence entre la notion de danger et de risque, c'est pas parce que un danger est présent, hein, c'est le premier concept de la toxicologie, je vais pas refaire l'historique de cette science qu'est la toxicologie, mais c'est que toute molécule, vous le savez, peut représenter un poison, tout dépend de la quantité que vous allez absorber. Donc la différence entre le danger et le risque, c'est d'être capable, en calculant la quantité d'exposition journalière et en la comparant au seuil tolérable pour chaque molécule, on pourra en déterminer s'il y a un risque préoccupant pour l'organisme. L'ANSES fait un gros travail là-dessus actuellement. Elle réalise ce qu'on appelle une grosse étude d'exposition de l'alimentation totale. C'est la 3e version, c'est une étude à gros budget qui est une étude à 300 ou 400 €, qui va sur plusieurs années regarder, analyser la contamination à plus de 500 composés toxiques, entre guillemets, des contaminants ou des résidus, pour faire un bilan d'un profil de notre alimentation et voir où on se situe. Les études antérieures, EAT2 ou EATI, chez les enfants de 0 à 3 ans, ont démontré qu'il ne faut pas dramatiser. Notre situation en termes de profil alimentaire de contamination n'est pas si mauvaise. Sur les 500 contaminants, il y en a à peu près 14 ou 15% qui sont juste en dépassement de leur valeur seuil toxicologique de référence. Donc il y a des progrès encore à faire pour demander aux industriels de réduire certaines utilisations, de maîtriser les déchets, les effluents, de ne pas épandre les boues n'importe où, n'importe comment, de mettre des filtres sur les sorties pour éviter la pollution dans l'air avec la dioxine, par exemple. Donc voilà. Alors les risques qui émergent, on les voit régulièrement dans les médias, hein, ils nous font peur parce que, encore un coup, ils sont relayés de façon très très forte et anxiogène. Vous avez tous entendu parler des PFAS, des PFOS, on en parle actuellement, hein, ce sont des grosses molécules que l'on retrouve dans tous les revêtements imperméables dans beaucoup de secteurs. On va retrouver le bisphénol A, par exemple, des nanostructures comme le dioxyde de titane. Tout ça, ce sont des sujets, je pense, qu'on ne peut pas passer sans s'en rendre compte dans la journée avec toutes les informations qui sortent de part et d'autre. Donc, pour résumer et pour revenir et pour rebondir sur ce que disait Norbert tout à l'heure, oui, on va avoir des changements de comportement alimentaire. Oui, on va avoir des changements de production et de pratiques agricoles qui seront directement impactés par les changements climatiques pour faire face. Ça aura des conséquences, bien sûr, sur la production et il faudra, bien sûr, essayer de réévaluer tous ces nouveaux produits et de surtout caractériser de mieux en mieux l'exposome global pour tenir compte un peu aussi de la synergie d'action de tous ces composés, parce qu'on pourrait discuter éternellement et des heures entières sur l'effet cocktail, hein, l'effet des mélanges, etc. Voilà, j'ai lancé quelques idées que vous pourrez reprendre et sur lesquelles je pense qu'il y aura des questions par la suite. Merci. Merci. Norbert. Je peux me permettre simplement de... On est passé d'une espérance de vie de 30 ou 40 ans à 80 ans.
Actuellement, avec tous les risques qui ont été cités, cette espérance de vie va peut-être être un petit peu altérée, comme on nous le prédit, mais finalement à peine. Mais dans cette augmentation d'espérance de vie, elle est due à quoi? Elle est due en fait à une réduction énorme de la mortalité infantile. Et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant ce que Claude vient de dire, c'est que finalement, la problématique est vraiment de regarder comment on va alimenter les nouveau-nés. Voilà. Et comment va s'alimenter la mère aussi pendant la grossesse. Parce qu'à partir du moment où on va retomber sur de la mortalité infantile due justement à tous ces composants-là, là, ça devient encore plus dramatique. Parce que bon, 80, 85, 86, 84, bon. Merci pour ce commentaire. Vu qu'on va allonger l'âge de la retraite, donc... Voilà, finalement. Alors, donc là, finalement, il nous manque un pilier, finalement, à explorer. Vassilios Katsatos, comment est-ce que, finalement, vous, en termes de... Enfin, comment avez-vous vu se développer la reconnaissance de la santé animale comme un élément prépondérant, un des piliers finalement de cette santé globale et comment ces interactions-là ont pu ouvrir un champ à travailler? Oui, ça devient très compliqué. Alors, la santé animale, on ne les connaît pas très bien. C'est un acteur très méconnu dans le monde industriel. Mais il faut dire que nous sommes confrontés à des problématiques d'impact à la fois sur l'environnement, à la fois dans la santé animale, depuis maintenant plus d'une trentaine d'années. Parce que déjà, il y avait une réglementation qui impose que chaque autorisation de mise au ramassé pour un produit destiné à traiter les pathologies animales doit tenir compte de l'impact sur l'environnement. C'est-à-dire quand on traite un animal, des animaux destinés à la consommation, qu'est-ce qui devient les résidus, qu'est-ce qui devient les métabolites de l'animal, quel est l'impact sur l'environnement. Et on avait ces fameux dossiers qui n'existaient pas en humain encore. C'était les dossiers écotoxicité. On passait tous les résidus de nos médicaments, des résidus de toxicité avec un impact sur l'environnement et comment il fallait traiter les lisières avant de les épandre dans les campagnes françaises. Et en parallèle de ça, tenant compte que l'animal, il est en proximité de l'homme, soit parce qu'il y a les animaux de compagnie, soit ils vont être consommés par l'homme, on faisait des autres études, l'impact des résidus de médicaments de l'animal et l'impact qu'il pouvait avoir à la santé humaine. Et ça fait 30 ans que ça dure. Et pour nous, à la fois, on était confrontés à ça, c'était un passage obligatoire. C'est pour ça que j'avais dit que cette approche holistique qu'il y avait dans le développement de la santé animale, c'est quelque chose qui m'a attiré. C'est pour ça que j'ai resté et je suis toujours à la santé animale. Et ça, c'était aussi une formidable source d'innovation, en tout cas pour Ceva Santé Animale, qui se caractérise comme un partenaire. On participe sur un challenge que nous avons aujourd'hui dans le futur, fournir des protéines animales de bonne qualité à la consommation, tout en tenant compte de l'impact sur l'environnement de nos traitements et le bien-être animal. Voilà un peu les triptyques sur lesquels on est très attaché. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit qu'on est attaché sur ces triptyques-là? Par exemple, vous avez vu apparaître la suppression des antibiotiques. On avait vu qu'il y avait des impacts d'une utilisation un peu, on peut dire d'une manière assez facile des antibiotiques dans les élevages. Et à la fois la réglementation, à la fois les filières elles-mêmes et les laboratoires, ils sont mis ensemble. Et finalement, aujourd'hui, pratiquement, on peut dire que pratiquement tous les antibiotiques sont supprimés dans les élevages porcins. On ne trouve plus des antibiotiques aujourd'hui. Nous, Ceva, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé d'investir massivement dans le développement des traitements préventifs et des vaccins. Et c'est aujourd'hui une activité qui fait aujourd'hui pratiquement 50% de notre activité, c'est les traitements préventifs. Et on s'est orienté pour des traitements thérapeutiques sur des formes qui étaient beaucoup plus facilement maîtrisables en termes d'utilisation, comme les injectables. Tout ce qui est aujourd'hui des utilisations des substances dans l'eau des boissons ou autres, pratiquement, on les a supprimées depuis de nombreuses années. Et
à partir de cela, nous sommes engagés dans une démarche qui est comment mieux protéger les animaux pour protéger la santé humaine. On a évoqué la trypanosomiasis. Ben, c'est une pathologie extrêmement importante également pour la santé animale. Et on avait des programmes sur lesquels on a participé en Afrique, où on offrait des traitements aux éleveurs, parce qu'on avait un passage, un réservoir qui était les élevages des animaux, des vaches, qui avait après la partie de la mouche tsetse qui passait, on voyait, quand on traitait les élevages, on protégeait l'homme. Et on est toujours dans cette logique-là, avec des développements de technologies qui nous a permis de répondre beaucoup plus rapidement dans les épidémies qu'on pouvait trouver dans les élevages par rapport à l'épidémie du coronavirus de la santé humaine. Le coronavirus, c'était un pathogène que connaissait nous depuis des années dans la santé animale. On est confronté et on a des solutions, on avait des solutions vaccinales, mais à un moment donné, dans cette crise de coronavirus, au début, je ne sais pas, j'ai discuté avec une personne qui est dans la salle, il m'a posé la question pourquoi les autorités, à l'époque, ils n'ont pas fait appel rapidement aux vétérinaires, qu'ils avaient peut-être quelque chose à proposer et ils savaient les évolutions qu'ils pouvaient avoir dans ce type de pathologie. Et voilà, on revient dans les pathologies infectieuses, on voit aujourd'hui que 60-75% des pathologies infectieuses vient de l'animal vers l'homme, et toute la problématique est comment tous ensemble, on va mieux comprendre comment ça se passe, les transmissions dans l'animal, comment ça peut passer chez l'homme, et qu'est-ce qu'on fait ensemble entre santé humaine et santé vétérinaire pour trouver des solutions adaptées à ces types de pathogènes et des pathologies infectieuses. Et c'est le sujet qui a été évoqué par Norbert. Et on voit finalement dans cette approche-là, on est main dans la main avec la médecine humaine et également on travaille ensemble pour trouver des solutions les plus adaptées. Merci beaucoup. Peut-être pour continuer et poursuivre le propos, donc main dans la main avec la santé humaine, est-ce que, Denis Malus, vous avez peut-être un commentaire pour compléter? Merci beaucoup. Quelques commentaires, évidemment. Je reprends le propos de Norbert, introductif, pour insister sur deux déterminants qui vont faire passer du danger au risque. Alors, en médecine humaine, on parle d'exposition au risque. Entre l'exposition et le risque, il y a l'individu et surtout l'individu vivant dans une communauté de vivants. C'est l'être humain dans une communauté de vivants, parce que c'est très rarement seul que l'on consent de passer d'un facteur d'exposition à un facteur de risque. On le fait ensemble, au sein de tribus, et quelquefois, malheureusement, de manière contrainte ou insidieuse ou malveillante. En reprenant les exemples que Norbert tout à l'heure a évoqués, la prégnance des déplacements humains. Les déplacements, ce sont des voyages qui créent un déterminant majeur des risques épidémiques et en particulier pandémiques. La première grande épidémie de peste, comme Norbert l'a évoqué, elle est en rapport avec le développement du commerce et notamment l'empreinte de la route de la soie depuis la Chine jusque vers l'Europe. L'arrivée du choléra en Europe, eh bien, la première grande pandémie, c'est 1815, ensuite la seconde, 1832. C'est le développement du commerce issu des colonisations à partir des empires, empire anglais, empire français en particulier, et puis les voies maritimes, donc, qui, à la faveur du commerce, vont importer le vibrion cholérique qui est adapté à l'homme, et même exclusif à l'homme, mais qui peut rester peu actif, donc être porté, non pas de manière asymptomatique, pas chez des gens qui vont être non malades, mais ils vont être malades, mais simplement infectés. Et puis, à propos de la peste du Grand Saint-Antoine. Le Grand Saint-Antoine, c'est le navire fallacieux venant de Syrie avec les draperies qui ont importé en 1732, oui, 1730-1740. C'est l'époque où Monseigneur de Belzos, qui était natif de Bergerac, qui était l'archevêque de
d'Aix-Marseille, et qui a été exemplaire. Oui, et qui a été exemplaire parce que tout le monde réagissait comment? Par la peur. Et ça, c'est un facteur extrêmement important. C'est Claude, n'est-ce pas, votre prénom, qui tout à l'heure a parlé du problème de communiquer sur le risque. Alors, il y a le facteur d'exposition, ça c'est le jargon des médecins, on va dire exposition en danger, le risque, et puis ensuite le risque qui peut aboutir à l'événement, et à l'événement critique au niveau collectif, ça s'appelle une épidémie, et lorsqu'il y a une dimension internationale, c'est la pandémie. Et quand on entre dans la phase qu'on n'a pas su anticiper, ou quelquefois qu'on a mal anticipé, c'est-à-dire il y a des tendances maintenant à vouloir précéder. Précéder n'est pas anticiper. On pourrait en parler de manière plus prolongée, mais c'est quelque chose d'important parce que ça a à voir avec la perception que les communautés, les collectivités humaines ont sur le degré auquel ils vont consentir pour faire passer le risque vers l'événement, la maladie et la situation critique d'une épidémie ou d'une pandémie. Et ça, c'est verrouillé par la communication et souvent la peur. Deux exemples. Pour reprendre un exemple de Norbert et celui du Grand Saint-Antoine. Vous savez comment les États pontificaux, parce qu'à l'époque, Avignon et une bonne partie du Vaucluse étaient encore sous terre de Vatican. C'était le reste de la papauté d'Avignon. Et eh bien, je ne sais pas si vous savez comment ils ont réagi lorsque la maladie s'est étendue de manière extrêmement violente. Ils ont construit un mur, le mur des pesteux. Si vous faites du trail dans la région du Luberon, vous allez croiser régulièrement ce mur des pesteux, qui était un mur fort bien doté. Et il y avait même des tours de guet et des espaces où les gardes passaient très régulièrement et tiraient sur les gens qui se baladaient par là, qui étaient suspectés d'être soit des gens qui auraient dû être confinés, soit parce qu'ils étaient malades, soit parce qu'ils étaient contacts. Hein, confinement, ça me rappelle des choses, ça, hein, avril 2020. Et je vous donne un autre exemple. Récemment, j'ai donné à propos d'un risque sanitaire, je ne vais pas trop le citer parce que vous allez repérer entre les journaux de la presse écrite qui l'ont relayé, et c'est beaucoup le cas actuellement. On parlait d'un risque avéré, peut-être d'une prochaine pandémie. C'était pour ne pas taire de secret autour des grippes zoonotiques. Donc on est vraiment dans l'interaction entre l'homme et l'animal, en l'occurrence le porc, les oiseaux migrateurs, les oiseaux sauvages et l'humain. Et puis les journalistes qui m'interviewaient, ça c'est vraiment une constante. Voulaient me faire dire que ça y est, on allait entrer de manière imminente en pandémie, alors qu'on était dans la phase entre danger et risque, exposition et risque. Et à un moment donné, j'ai commis une erreur de casting et de communication, et je leur ai dit, écoutez, je suis désolé, mais le pire n'est jamais certain, de grâce. Le risque zéro n'existe pas, et le pire n'est jamais certain. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ensuite, comment, en termes de transcription, non plus au niveau de la sémantique, mais au niveau de la phonémique, les choses ont été traduites. L'humain est fragile. Eh bien, les trois articles titrés, en commentant mes propos, nous nous préparons au pire. Mais c'est ma faute. Phonémiquement, qu'est-ce que j'ai eu à parler, soit de risque zéro, déjà c'était trop fort, mais surtout du concept de pire, de guerre lasse. Voilà. Vous voyez, les distorsions de la communication agrémentées par la peur qui est bien humaine et qui, vis-à-vis des maladies émergentes, des maladies nouvelles, est quelque chose d'ambigu parce qu'elles allient, c'est le dieu à deux visages, le dieu Janus, hein, et puis qui peut être la comédie et la tragédie. C'est-à-dire que vis-à-vis du risque épidémique, l'être humain vivant en communauté de vivants, de collectivité, a un regard ambigu, inséparable et présenté en tant que tel, à la fois de peur extrême et de fascination. Je vous donne un exemple. Lorsque le 22 janvier, nous recevions le premier malade sur le sol européen atteint de Covid, au CHU de Bordeaux. Je suis rentré chez moi assez tard, vers 21h30, et voilà, de manière très, très machinale, et heureusement que je ne suis pas un enfant,
j'ai ouvert mon poste de télévision sur une chaîne publique, je ne vous donnerai pas le nom. Et il y avait une série télévisée qui, je peux vous donner, je ne l'ai pas oublié parce que c'est tellement caricatural, qui s'appelait Peur sur le lac. Peur sur le lac, c'est un scénario amoureux, moitié passion, moitié policier, intrigue policière, sur un fond de l'installation d'une épidémie extrêmement vulnérante, agressante, dans la ville d'Annecy, avec toute la scénographie, des tenues iconiques que nous utilisons en équipe. Vous savez, les tenues de cosmonautes, la Tintin a marché sur la Lune, dans les cliniques Ebola, dans ce qu'on appelle les CTE, les centres de traitement Ebola en Afrique. Et j'ai été vraiment très choqué, très déstabilisé, et je me suis fendu d'un appel téléphonique à la chaîne nationale en question, dont j'avais les coordonnées. Et on m'a dit, mais qu'est-ce que vous nous dites là? Ok, bon, quelque chose se passe en ce moment en Chine, un élément vient d'être notifié à Bordeaux et en même temps à Paris, mais nous ne sommes pas en crise. Eh bien, 4 semaines plus tard, il y avait le premier cluster, la première chaîne de transmission, les premiers cas groupés de Covid-19 en France. Et où est-ce que ça se déroulait? Dans un lieu qui est inimitable en termes, cette fois-ci là aussi, phonémiques, les Contamines Montjoie, c'est-à-dire à Annecy. Mais vous voyez comment l'histoire enquête et a beaucoup d'humour. Et l'association entre peur, entre phobie et fascination de l'être humain vis-à-vis du risque. Et le dernier point que je voulais évoquer là sur ce propos, c'est le fait que quand on entre malheureusement dans la séquence danger, risque, événement avec une dimension qui immédiatement va devenir collective, c'est la dimension collective qui crée la crise. Eh bien, on sait quand on entre dans une crise. Par exemple, les autorités sanitaires internationales nous disent on entre dans la pandémie Covid-19. On le déclare. J'étais même à Genève ce jour-là. Donc, c'est des temps importants dans mon vécu de praticien et d'expert scientifique dans l'histoire de la dernière pandémie. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'on en sort. Pourquoi? Parce que les crises ne sont jamais isolées, dans la mesure où elles sont appréhendées par la collectivité des vivants. Et elles s'imbriquent toujours avec d'autres crises. La crise de l'injustice climatique, la crise des inégalités sociales, les crises de la guerre en Ukraine, et qui font que la communauté des vivants va appréhender la réalité d'une crise d'une manière extrêmement différente entre le moment où on y rentre, et qui fait qu'on va supporter qu'on nous impose un confinement de 6 semaines, et pas seulement qu'en France, dans le monde entier. Alors que 3 ans plus tard, alors qu'on a le même nombre de morts par ce qu'on appelle les vagues, c'est un terme très inapproprié, ça vient de l'époque de la grippe espagnole, et nous, Covid-19, c'est pas des vagues, mais on va pas faire d'épidémiologie forcément ce soir. Mais au bout de 2 ans et demi, quand on a autant de morts, est-ce que vous pensez que la société française aurait supporté qu'on lui impose un nouveau couvre-feu ou un nouveau, en plus, ou pire, un nouveau confinement? Ben non. Pourquoi? Parce que la perception sociologique de la crise a complètement changé, que les malades ont été complètement invisibilisés, et que les méthodes de restriction de la vie sociale acquièrent une image liberticide qui est insupportable et qui amènerait une rupture du pacte social dans nos démocraties. En plus, on ne l'appliquerait pas pour des tas de raisons que je ne vais pas développer ici, sauf si vous me posez la question expressément. Mais on voit que on n'a pas tout fait de très très bien pendant la Covid. Mais le pire à être quand même... Ça y est, excusez-moi. J'ai utilisé les termes qu'il faut proscrire quand on parle de risque et de crise. Mais je préfère avoir vécu cela dans un pays démocratique que dans un pays autoritaire, où vous avez les triples ou quadruples pénibilités. Exemple, la Chine. La Chine, le pays par lequel on est entré dans la pandémie. Et c'est un modèle vraiment, tant au niveau scientifique qu'au niveau du respect des droits de l'homme et de l'homme dans des collectivités, qui défie
tout le pire de nos rêves. Cette stratégie du zéro Covid, elle était absconde, et c'est vraiment impressionnant de voir ce combien ces peuples vivant sous l'autoritarisme arrivent à exprimer une résilience qui font que ils sortent finalement eux aussi comme nous de la pandémie en étant, pour une partie d'entre eux, encore vivants. La dignité, ça c'est encore une autre rubrique. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Puis après, si vous me redonnez la parole, Camille, je vous parlerai de la genèse des épidémies, qui est un plaidoyer qui va dans le sens qu'a amorcé tout à l'heure Norbert, qu'ont repris mes collègues environnementalistes et toxicologues, c'est-à-dire que ce n'est pas la santé humaine, même l'interaction vertueuse entre santé animale et santé humaine, qui peuvent nous permettre de prendre ce que les scientifiques devront tous appréhender, qui est le recul anticipatif. Il n'y a pas que les épidémiologistes qui doivent faire de l'anticipation. La vertu de la démarche scientifique, de revendiquer le temps long, c'est d'être capable de se donner l'obligation de prendre du recul qui nous permet de jauger la qualité et la répétabilité de nos résultats, de les confronter vers une acception collective au niveau des sciences et des disciplines compétentes, bien que complémentaires, et ensuite d'être capable de restituer ces résultats, ces données, en termes de communication vers la population qui doit en bénéficier afin qu'elle soit pleinement reçue. C'est ça la vocation du chercheur, hein, in fine. Et cette démarche, c'est elle qui complètement nous vérifie. Et s'agissant des crises, en tout cas épidémiques, mais pas que, nous apprenons le fait que pour en comprendre les arcanes et avoir un véritable recul anticipatif, il faut regarder l'évolution de ce qu'on appelle les socio-écosystèmes, et en particulier les socio-écosystèmes des espaces principiels, je ne sais pas si l'adjectif est heureux, mais en tout cas des espaces qui n'ont pas été trop conquis ou connus par l'humain. Par exemple, la forêt dense d'Ouganda, qu'on appelle la forêt... alors, je ne sais pas, en anglais c'est mieux, mais en français on pourrait dire dans laquelle on n'a pas pénétré, qui sont impénétrables. Et là vivent ce qu'on appelle la faune sauvage, avec des réservoirs très représentés par le monde des chiroptères, des chauves-souris, et dans lesquels se trouvent des pathogènes, des organismes microbiens que l'homme n'a pas connus. Donc nous sommes neufs immunologiquement, pas d'immunité individuelle, pas d'immunité collective. Et si l'homme réalise pour des tas de raisons, soit accidentelles, soit par lucre, une intrusion dans cet habitat, cette intrusion est accompagnée, alors c'est même pas la peine de brûler la forêt pour la production de soja transgénique ou d'huile de palme, qui est une attitude amorale au niveau de la planète. Mais rien qu'une intrusion inappropriée ou quelquefois d'un chasseur qui a besoin de faire de la soudure alimentaire réalise ce qu'on appelle de la fragmentation. C'est très peu de choses, mais les habitats de ces forêts denses vont bouger, et là, eh bien, ils vont commencer eux aussi à voyager et accompagner ceux qui ont fait l'intrusion vers leur village, puis ensuite vers des villes, et puis par bateau à convoyer des organismes nouveaux. C'est comprendre ce qui se passe dans ces socio-écosystèmes qui sont très très nombreux. Nous actuellement, Norbert, Vassilios et moi, nous travaillons sur, nous réfléchissons, nous contemplons, nous agissons sur le socio-écosystème de la côte atlantique. Vous voyez, ça n'a rien de très exotique. Mais il y a des tas de choses qui s'y passent avec le réchauffement climatique, les érosions, et qui nous informent. Je ne vous en dirai pas plus. Mais si on ne fait pas cet exercice, eh bien, j'ai la coutume de dire qu'on sera toujours dans la même impasse, c'est-à-dire qu'on sera coincé par l'épidémie suivante, par la prochaine pandémie, en ayant l'impression de redécouvrir le monde chaque fois. Pourquoi ? Parce que les organismes qui sont les révélateurs de notre mauvaise relation avec la planète, qui s'appellent les organismes microbiens, ils auront toujours une mutation d'avance sur nous. Si ça vous amuse de compter les mutations, moi c'est une partie de mon métier,
personnellement, ça commence à me lasser et j'espère que mes successeurs feront différemment et s'empareront de cette attitude et d'investigation et de moralité vis-à-vis de notre environnement le plus intime et en même temps le plus sensible. Merci. Merci à vous. Alors, avant de passer la parole à la salle, s'il y a des questions, peut-être d'autres. Oui, simplement, on a beaucoup parlé de mobilité comme étant facteur évidemment de propagation des maladies infectieuses. Il y a beaucoup de jeunes étudiants ici. Je suis très empreint de mobilité et de relations internationales. En rien vous angoissez à l'idée de voyager et d'aller à l'international. Voilà, sachant que la contrepartie de cela, c'est que tout régime autocratique et fascisant, la première chose qu'il fait, c'est qu'il empêche les gens de se déplacer. Juste, je voudrais rajouter une information. Vous avez vu tout à l'heure une image un peu globale de la stratégie One Health. C'est une image qui a été récupérée sur le site de l'INRA. Pour essayer de reboucler un peu tout ça, je pense qu'il est hyper important finalement, on ne peut pas s'amuser à cloisonner d'une part le risque biologique et d'autre part le risque chimique, parce qu'on voit que ces deux aspects sont extrêmement liés. C'est-à-dire que si on veut maîtriser, diminuer les impacts du risque biologique, quel est le premier réflexe? C'est de fabriquer des produits chimiques pour lutter contre le danger biologique. Donc finalement, on va mettre encore plus sur le marché des composés chimiques. Il y a bien des stratégies pour essayer de trouver des solutions qui soient moins agressives que la chimie de synthèse. Mais finalement, quand on essaye de diminuer une composante, on va accélérer l'autre et inversement. Donc, pour en revenir, avant de donner la parole au public, pour en revenir à cette notion à laquelle je suis attaché de l'exposome, c'est quelque chose, sur la dernière définition de l'exposome, c'est quelque chose qui doit intégrer à la fois les aspects sociétaux, les aspects toxicologiques, études de la santé animale, donc toutes ces interfaces. Et surtout, faire aussi appel à nos scientifiques qui sont très doués dans les expériences et les stratégies de modélisation. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important et indispensable, de faire de la modélisation comme on peut le faire pour la prévention de changements climatiques ou autres, prévention de ces évolutions d'exposition quand on touche à un ou plusieurs aspects de ces composantes. Enfin, je pense qu'on doit travailler tous ensemble, et que ce soit des environnementaux, que ce soit des vétérinaires, que ce soit des chercheurs dans les laboratoires, pour essayer d'aboutir à une conception globale de cette approche d'exposome. Je l'aurais dit au moins une dizaine de fois, j'espère que ça aurait été perçu. Merci. Merci beaucoup. Grégory, peut-être aussi sur la modélisation ensuite. Oui. Oui, je rejoins complètement Claude sur l'outil de modélisation qui est primordial pour pouvoir anticiper les évolutions de telle ou telle propriété et de tel ou tel comportement. Il y a un autre point sur lequel je voulais rebondir aussi sur ce qui a été dit, c'est quelque part la perception que nous avons individuellement et collectivement de ce risque et l'acceptation que nous en avons. C'est quelque chose qui rejoint peut-être une grande différence qu'on va avoir entre les démocraties et les régimes totalitaires, c'est justement la liberté de s'exprimer par rapport à ceci. Et nous avons tous dans la salle une perception, une acceptation du risque qui est propre à chacun. Je m'amuse très souvent à poser la question aux étudiants, quel est le risque qu'ils sont prêts à accepter, et on rejoint un petit peu ce qui a été dit précédemment. On va y avoir le grand écart entre ceux qui veulent le risque zéro, utopique et irréalisable, et ceux qui sont prêts à tout accepter. Au final, c'est un choix aussi de société, de voir dans quelle société on veut évoluer, quels sont les risques qu'on est prêt à accepter par rapport à telle ou telle problématique, que ce soit un problème de contamination, de pollution chimique, ou un problème de santé publique lié à une pandémie lambda. C'est aussi là-dessus que nous devons nous positionner en prenant en compte les avis d'experts par rapport à ces problématiques. Juste Grégory, en stratégie d'évaluation du risque, le risque, on le fixe dès le départ. C'est-à-dire que quand on fait de l'évaluation du risque sanitaire, on accepte
un cas sur 100 000 de pathologie déclarée. Si on n'accepte pas ce risque-là, qui est un seuil, on ne mettra jamais aucun produit sur le marché parce que le risque, on aura des niveaux de risque qui vont bouger. Donc, même si on le perçoit différemment, il faut qu'il soit au départ fixé pour pouvoir avoir cette stratégie. Et c'est vrai qu'après, finalement, on écarte finalement cette possibilité d'avoir un risque nul, puisqu'on le fixe dès le départ. Merci. Je rejoins mes collègues environnementalistes pour dire, par exemple, dans la gestion de la Covid-19, je suis un ancien membre de l'ancien conseil scientifique qui était chargé d'éclairer, dit-on, c'était en tout cas dans les textes, le décideur. Et au tout début, on se demandait pourquoi il y avait autant de modélisateurs parmi nous. Il y en avait 2, voire 3. Et je puis vous assurer que leur présence a été extrêmement importante, extrêmement accompagnante, pas du tout théorisante. Et ce sont des très, 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 très belles approches et qui tiennent la main de ceux qui viennent des sciences cliniques comme moi, ou même de l'épidémiologie observationnelle ou de la virologie. Je voulais vous donner 2 exemples qui sont vraiment peut-être des exemples d'enjeux au niveau du One Health. Un qui montre ce combien les différents règnes peuvent, le règne dans le vivant, peuvent être coopérants les uns avec les autres. Vassilios vous a dit que désormais, on n'utilise plus d'antibiotiques à des fins de croissance, évidemment, mais même en termes d'usage anti-infectieux microbien, c'est le vaccin qui a pris la main, et ça c'est extrêmement intéressant et heureux. Moi-même, quand je travaillais sur la poliomyélite paralytique, les maladies humaines, on utilisait les vertus du vaccin dans le monde vétérinaire maintenant, par exemple avec le vaccin oral qui se répand à travers les fesses dans l'environnement, pour le coup, mais là c'est une diffusion qui est vertueuse. Pourquoi? Parce qu'elle permet de vacciner des gens qui n'avaient pas eu accès aux programmes vaccinaux eux-mêmes et qui, à cause de l'état de misère ou de statut intermédiaire en termes d'hygiène de l'environnement et d'accès aux ressources, eh bien, paradoxalement, le fait qu'il y avait un péril fécal, là, pour le coup, avait un intérêt populationnel. Aujourd'hui, je viens d'avoir, avec mes amis qui travaillent sur l'antibiorésistance, qui est un véritable sujet pour le moment dans le monde des maladies infectieuses, un des marqueurs qui est le plus frappant, c'est celui d'évaluer la présence des antibiotiques dans le lisier d'élevage des bovins. Il y a plusieurs sites pilotes de surveillance à cet endroit. Et par exemple, on s'aperçoit qu'il y a des quantités d'un antibiotique qui s'appelle la fosfomycine, qui n'est absolument pas d'usage vétérinaire, évidemment, on est bien tous d'accord, mais qui est le reflet de l'utilisation de cet antibiotique chez l'humain, qui est un antibiotique qui est trop utilisé. C'est un antibiotique qui est presque donné cash dans les pharmacies pour le traitement des infections urinaires, des dames et puis des hommes aussi. Et là, il y a un signe à partir de l'environnement, en évaluant des indicateurs qui sont produits par le vivant animal, du mauvais usage de l'antibiotique, ou du moins d'un redressement nécessaire en termes d'éducation à la prescription, qui est dramatique pour cet antibiotique et cette classe, mais qui est aussi le signe que l'on n'a toujours pas approprié une relation raisonnée, et pourtant on est dans une véritable urgence par rapport aux classes d'anti-infectieux microbiens. Premier exemple. Le second, c'est un risque ou un danger auquel il faut être préparé, par exemple en Aquitaine, avec à la fois l'activité, moins paradoxalement le réchauffement climatique que l'anthropocène, et puis les voyages. Nous sommes à risque dans le sud de la France de l'émergence ou de la réémergence de ce qu'on appelle des arboviroses. Ce sont des viroses exotiques transmises par des moustiques. Et celle qui est dans le collimateur des infectiologues, des épidémiologistes à ce jour, c'est la fièvre dingue,
qui sévit de manière endémo-épidémique aux Antilles, enfin dans tout l'ultramarin tropical français, en Asie, évidemment, en Afrique et en Amérique du Sud. Pour le moment, nous en sommes indemnes. Il y a eu dans le passé, au début du XXe siècle, du siècle dernier, une épidémie en Grèce qui était extrêmement agressive. Les choses ont changé comment? C'est parce que nous avons institutionnalisé, nous avons amené un élevage extrêmement performant, nous les humains, en amenant le moustique tigre, hein, qui est connu parce qu'il est nuisant, parce que sa piqûre fait gratter. Hein. Alors on appelle ça un insecte nuisant. Le problème, c'est que le moustique tigre, il est capable d'être compétent pour transmettre des virus, de maladies virales exotiques qui sont amenées à la faveur des déplacements internationaux. L'an dernier, 65 cas autochtones dans le sud de la France. La Nouvelle-Aquitaine a été pour le moment épargnée, mais l'Occitanie et la région PACA marquent le fait que cette maladie est en train de montrer des capacités d'implantation. On passe du risque à l'événement. Le problème, c'est quoi? C'est que comme la population grecque entre 1921 et 1928, nous sommes une population qui n'a pas d'immunité collective. Or, 20% des dingues sont symptomatiques et parmi elles, 5% sont graves, en particulier chez les personnes âgées, les femmes enceintes et les drépanocytaires. Entre 21 et 28 en Grèce, 1500 morts et des millions de malades. Ce n'est quand même pas rien. Qu'est-ce que l'on fait jusqu'à présent? Eh bien, lorsqu'il y a un cas soit importé ou des cas autochtones, et l'an prochain, nous aurons, 2023 peut-être pas, mais 2024, ça c'est les modélisateurs qui nous le disent, on va avoir de la dengue en Aquitaine. Chaque fois que nous avons un cas importé, alors cet été c'était Cuba, la Thaïlande, le Népal et le Paraguay. Eh bien, on convoque la lutte antivectorielle, l'acronyme LAV, et vous recevez des leaflets dans vos boîtes à lettres en disant, dans les 12 heures, pendant la nuit, entre 22h et 6h du matin, les enfants, vous les rentrez chez vous. Si vous étendez du linge, vous le rentrez. Si vous faites de la bioculture dans les jardins partagés de la Béchade à Bordeaux, il faudra vous dire que désormais, s'il y a des salades, vous ne pourrez pas les consommer. Mais tout ça, c'est comme au cinéma, c'est sans danger. Hein? Ou alors, sans vouloir faire de la paraphrase du 7e art, c'est Gary Grant dans le film de Hitchcock, La mort aux trousses, vous savez, avec l'avion qui arrive avec les insecticides. On utilise des péritrénoïdes qui sont des insecticides naturels pour la plupart, mais qui sont quand même des biocides, c'est-à-dire qu'ils tuent les pollinisateurs, les papillons, les abeilles, et puis certains moustiques qui nous rendent service, hein, qui également contribuent à l'équilibre végétal de notre et général de notre biosphère. Or, pour le moment, nous sommes en train, nous les experts, de nous dire est-ce que nous avons les bons marqueurs pour être sûr que ces manœuvres-là, qui consistent à tuer le moustique adulte autour de situations où il y a des virus susceptibles d'être transmis, sont efficaces. Et on se rend compte qu'on manque cruellement d'indicateurs. Bon, c'est pas grave, on va faire pour le mieux. Mais quoi qu'il en soit, le rapport coût-efficacité, dans une zone comme la nôtre qui va devenir bientôt endémique ou endémo-épidémique, n'est pas du tout évalué. D'où la recherche, d'où la nécessité que des gens comme vous, par l'innovation, nous trouvent des meilleurs piégeages, des méthodes respectueuses de l'environnement biologique, développent ce qu'on a fait, nous, dans la maladie du sommeil avec les mâles stériles, alors pas les mâles stériles de la mouche tsetse, mais du moustique, pour en faire bénéficier nos populations, parce que de toute façon, nos populations, sociologiquement, ne le supporteront pas d'avoir une démultiplication de ce type d'activité. Et puis en plus, nous autres savons qu'à partir du moment où on passera en dingue autochtone, cette démultiplication, elle ne sert à rien. Même si, et sans compter le fait que nous avons l'exemple de la France ultramarine, où dans les Antilles par exemple, et c'est bien dommage, les biocides que nous utilisons pour ce type d'intervention sont tous devenus résistants. Donc pour le moment, ce n'est pas le cas de la Réunion, ce n'est pas le cas de la France de la métropole, mais voilà, voyez-vous ce type d'interaction entre l'environnement, les choix des innovations, l'application des innovations, les relations avec les environnementalistes, la phosphomycine qui, par l'urine, passe dans les fosses septiques. Excusez-moi, ce n'est pas du tout poli ce que je dis là, ni bienséant, ni urbain, mais c'est comme ça que ça se passe. Et qui se retrouve dans l'eau, dans les nappes phréatiques, et ensuite va se retrouver
certes dans l'eau de boisson et dans les prairies de nos bovins, mais aussi dans l'eau de potabilité, dans laquelle on va retrouver des antidépresseurs, on va retrouver des anticancéreux, on va retrouver, il y a les métaux. Tout le monde peut participer, ça sera le mot de la fin, avec différents composants, vous pouvez y aller. Parce qu'effectivement, on arrive un petit peu à la fin de ce débat. Alors j'ai regardé le public s'il y avait éventuellement une remarque ou une question, mais je n'ai pas vu de main se lever. Peut-être, donc à moins qu'il y ait un mot de peut-être une dernière. Je vais donner une note optimiste après ceci. On est 40 ans après Tchernobyl. Et dans la zone la plus contaminée de Tchernobyl, qui est interdite à toute présence humaine, la vie a repris. La vie a repris. Et là, il y a une publication qui vient de sortir, parce que vous avez, il y a la faune, la flore qui ont repris, mais même les mammifères, et vous avez des chiens en fait qui vivent dans cette zone hyper contaminée. Et donc, il y a une publication qui vient de sortir pour étudier en fait le génome de ces chiens. Qui est extrêmement intéressante. Donc, la vie humaine ne perdurera peut-être pas, mais la vie devrait, elle, perdurer longtemps malgré tout ce que l'on fait. Un message d'espoir donc en demi-teinte. Vassilios, est-ce que vous souhaitez il y aura toujours le dessus. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il va falloir avoir une approche holistique si on veut résoudre les problèmes. Il faut de la science avec plusieurs sciences pour arriver à trouver des solutions. Je crois que tout le monde, de plus en plus, il y a un souci de l'impact sur l'environnement de nos actions aujourd'hui. Les antibiotiques, pour faire grossir les animaux, ils sont supprimés depuis maintenant 30 ans. Là, on était sur les antibiotiques pour traiter les pathologies et pratiquement, il n'y a plus de nouveaux antibiotiques développés pour la santé animale. On est repassé à la pénicilline. Alors, les problèmes d'antibiorésistance, vraiment, on voit de plus en plus dans les études, ça se passe de plus en plus mieux. Et le travail est fait, et parfois, à la fois par les industriels, à la fois par les réglementaires, par les réglementations, par les pouvoirs publics, et à la fois par les éleveurs eux-mêmes. Mais parce qu'aujourd'hui, quand vous allez acheter un jabon, vous voyez sans additifs, sans antibiotiques. Sans additifs, pas encore, c'est rare, mais sans antibiotiques et toujours, voilà. Et je crois, faut rester optimiste. Je crois qu'il faut rester optimiste pour le futur. Merci. Peut-être, là, ça y est, nous avons même dépassé de quelques minutes, mais peut-être, voilà, quand même pour terminer, dernier mot de la fin, petite conclusion, comme ça. Hop, l'idée de rester optimiste, je pense que pour un mot de la fin, ça convenait bien. Non De même pour vous, Claude. Écoutez, moi, je pense que l'idée aussi de rester optimiste est importante parce que, encore un coup, on est bombardé tous les jours de messages anxiogènes. Il faut être réaliste quand même et pour finir, on compte sur nos jeunes futurs diplômés pour remettre tout ça dans l'ordre et de ne pas aggraver la situation si on peut penser qu'elle est grave. Et je pense que le meilleur réconfort, c'est d'aller se retrouver peut-être autour d'un buffet. C'est parfait. Voilà. Une magnifique transition. On rejoint l'aspect alimentaire, donc je suis tout à fait satisfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Camille, vous m'accorderiez 3 mots? Non. Je suis trop bavard. Finalement, ce soir, de quoi avons-nous parlé? N'est-ce pas, Camille? Nous sommes d'accord? Oui. Nous avons parlé à travers l'Exposome et le One S de ce qu'on appelle, là aussi, c'est comme la résilience, le développement durable. Est-ce que j'ai tort de dire que c'est ce qui nous réunissait? Alors, dans développement durable, il y a durable. Si je passe de l'adjectif au nom, il y a la durabilité. Mais développement durable, durabilité, je m'adresse à vous les jeunes. Quel est le complément d'objet direct? Durabilité, de quoi? À défaut de dire pourquoi. Vous n'avez pas de réponse? Je serais content d'avoir votre réponse. J'en ai une? Oui? Social, économique, environnemental. Ok. C'est un bon trépied. Il n'y a rien de plus stable qu'une entreprise. Et quoi d'autre? Qui d'autre encore aurait une parole?
vous n'y avez pas mis la santé, et c'est bien, parce que la santé, c'est un bien, et un bien inestimable, mais je ne pense pas que, personnellement, en tant que praticien et homme de soins, je ne le mettrai pas comme un complément du terme de durabilité. Par contre, personnellement, et je rejoins sans doute votre trépied, peut-être avec une autre formulation, j'y mettrai ce que j'appelle les valeurs, la durabilité de nos valeurs de l'humain individué et de l'homme vivant dans ses collectivités, ses communautés et sa planète. Et parmi ces valeurs, moi j'en vois 3. La première, c'est la créativité. Et nous comptons sur vous les jeunes pour vous emparer de cette valeur-là. Première vertu de la durabilité. La seconde, c'est l'imaginaire que je magnifierai avec le terme d'imaginal. Je pense à nos enfants, parce que c'est par l'éducation des plus jeunes, que rapidement sont formés les archétypes de ce qui va permettre à un jeune être de devenir un homme et une femme libres. Et le troisième, c'est justement la réunion entre la créativité et l'imaginal, c'est la liberté. Et si nous nous emparons de cela, eh bien, non seulement nous serons dans la durabilité et son développement, mais je n'aurai peur ni pour notre espèce, ni pour notre planète. Merci. Merci.